Je crois d'ailleurs qu'on est en direct maintenant. Bertrand, on va faire les derniers petits réglages avant de voir, de lancer en tout cas ce live. Voilà. Moi, je le vois. Je suis en train de partager. Donc, alors, ça y est. Partager. Partager. On va faire partager dans votre story également. Allez. Bonjour, je m'appelle Bertrand Barret et je suis sexothérapeute. Alors, un sexothérapeute, c'est quoi? À la différence d'un sexologue qui va intervenir sur le plan physiologique, eh bien le sexothérapeute va intervenir sur le plan psychologique. Pour être clair, avec moi, vous gardez vos vêtements. Vous êtes une femme, un homme, un couple, hétérosexuel ou homosexuel, et vous avez un malaise, une gêne, une souffrance ou tout simplement un questionnement sur votre sexualité ou celle de votre partenaire, eh bien le sexothérapeute est là pour vous aider. Quelques exemples. Vous avez une baisse de désir ou au contraire une libido débordante. Pour les hommes, des problèmes d'érection ou d'éjaculation précoce. Pour les femmes, vous avez des problèmes de frigidité, c'est-à-dire que vous n'avez ni plaisir ni désir. Et ça peut être aussi des problèmes d'anorgasmie, c'est-à-dire que vous avez du désir, mais vous n'arrivez pas à atteindre l'orgasme. Comment le sexothérapeute peut vous aider? Eh bien, mon rôle, c'est tout simplement de vous écouter. Et ensuite de vous permettre de verbaliser ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il y a les symptômes, bien sûr. Mais mon objectif, c'est de trouver la cause, ou en tout cas de vous aider à trouver cette cause. J'ai envie de vous poser des questions. Avez-vous confiance en vous? Quelles croyances négatives avez-vous sur vous-même? En répondant à ces questions, on met des mots sur vos émotions. Et on comprend quel impact elles ont sur votre sexualité. Je donne des consultations en cabinet. Mais l'intime, c'est de l'intime. Peut-être que certains d'entre vous n'oseront pas venir me voir. C'est pour cela que j'ai mis à votre disposition un numéro dédié. Laissez-moi un message et nous pourrons échanger par téléphone, email ou par Skype en toute discrétion. Bertrand Barret, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Je suis très heureux de te recevoir, Bertrand, sur ce live. C'est un plaisir pour nous. C'est le 3e live qu'on fait. On a eu sur le premier live une salle de sport. Ensuite, on a eu un hypnothérapeute. Et donc, j'ai le plaisir effectivement de t'accueillir ce soir pour notre communauté, Bertrand. Je sais que tu es
attendu par un certain nombre de nos assurés, des personnes en tout cas qui nous suivent, parce qu'on a reçu plein de questions à te poser ce soir. Donc voilà, ça va être un moment convivial, je pense. Plaisir partagé, ouais, c'est génial. Impeccable. Bertrand, effectivement, donc, ce que je te propose, c'est que on va parler ce soir, si tu le veux bien, on va parler de relations intimes, on va parler de relations de couple, hein, parce que j'ai cru comprendre qu'effectivement, c'était ta spécialité, hein, les relations de couple. Donc, on va parler de ça. Et puis, bien évidemment, un peu plus dans la soirée, on va parler de sujets, une fois que les enfants seront couchés, de sexualité. On va parler de troubles, notamment de la sexualité. On va parler voilà, de relations sous la couette. Et je sais que ce moment aussi est attendu. Bertrand, on ne te présente plus. 78 000 abonnés, je crois, sur ta chaîne YouTube, et notamment une de tes vidéos qui a fait un carton, où je crois que, si je ne me trompe pas, tu as eu près de 850 000 vues sur une de tes vidéos. Est-ce que c'est bien exact? Complètement, 850 000 vues sur comment arrêter de regarder du porno et pourquoi. Ah, bah écoutez, en tout cas, voilà. Je pense qu'on abordera le sujet. Bertrand, ce que je te propose, c'est de te présenter auprès de notre communauté. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Tout à fait. Et donc, ben voilà, je suis coach, thérapeute de couple et sexothérapeute. Donc, ça fait plus de 6 ans maintenant. Donc, je travaille donc dans le 77 sur Montévrain et je reçois aussi bien des hommes, des femmes, des couples, hein, donc en présentiel ou à distance. Et donc, la casquette est assez large, hein, puisque je me suis spécialisé dans les relations amoureuses et intimes et l'équilibre entre vie pro et vie perso. D'accord, très bien. Alors justement, on parlait tout à l'heure de relations dans le couple. J'aimerais, si tu veux bien, Bertrand, qu'on aborde directement ce sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses nous définir quelque part je ne sais pas si on peut appeler ça de pathologie, mais généralement les motifs pour lesquels les gens viennent te voir en cabinet, pour qu'on puisse justement défraîchir un peu voilà, ce besoin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quelles sont les causes aujourd'hui, les raisons pour lesquelles on vient te rencontrer? Les problématiques, elles sont assez larges, hein, en fait, hein. On a soit des problématiques au niveau de la communication. Pour la thérapie de couple, ça va être des problèmes de communication au niveau du couple. On n'arrive pas à échanger, on n'arrive pas à partager des moments agréables. C'est compliqué parce qu'on ne se comprend pas. Je ne me sens pas respecté, je ne me sens pas apprécié dans la relation. Voilà, donc je me sens pas désiré. Donc déjà, c'est le couple. Au démarrage, j'avais commencé à m'orienter vers la sexualité. Je me suis rendu compte que les choses étaient bien plus profondes. Derrière la sexualité, il y avait des difficultés relationnelles au niveau du couple et dans la relation. Et donc, les personnes viennent avec des problématiques relationnelles et de communication. Ça, c'est ce qui ressort le plus souvent. Je ne suis pas aimé, je ne suis pas apprécié à ma juste valeur, je ne me sens pas respecté dans la relation, je ne suis pas pris ou prise en considération. Donc ça, c'est très, très fort émotionnellement. Et derrière, en découlent toutes les problématiques d'échange, de lien avec le ou la partenaire. Donc ça, c'est très, très fort. Est-ce que justement, on vit quand même dans on dit souvent à 2000 à l'heure, c'est vrai que ça va très vite, hein. La relation professionnelle parfois peut déteindre aussi sur la relation intime. Il peut y avoir le fait que ce soit des familles recomposées. C'est quoi les symptômes en fait à l'origine de tout ça, à l'origine justement de cette situation qui peut être compliquée entre cette relation intime qui peut être compliquée? C'est quoi les symptômes, Bertrand? Les symptômes, déjà, il y a la première chose que je vais travailler avec les personnes qui viennent me voir lorsqu'ils sont en couple, c'est comment le couple s'est créé. Donc, il y a une dynamique de couple qui se crée au démarrage et selon l'histoire de chaque partenaire, il va en découler une relation qui va être plus ou moins complexe. Donc, le début de l'histoire va façonner toute la vie du couple. Je prends un exemple très simple, hein. Un des partenaires a fait le premier pas vers l'autre et
va aller, c'est par exemple la femme qui est plutôt dans la séduction vers l'homme et donc ça va être comme un postulat de départ et ce qui va manquer dans la relation à un moment donné, c'est que peut-être que la femme, à un moment donné, a fait le premier pas et puis à un moment, elle ne fait plus le premier pas et là, ça y est, le déséquilibre commence. Donc l'histoire de la relation de démarrage, déjà indique beaucoup de choses. Après, il y a, le couple de démarrage, le couple qu'on connaît, le premier couple qu'on connaît, c'est le couple de nos parents. Donc l'image qu'on a du couple parental va influencer sur notre propre couple et donc dans la relation, il y a 2 histoires complètement différentes de couple. Je prends un exemple simple, par exemple, le partenaire a, des parents qui ont toujours vécu ensemble, qui sont ensemble depuis des années, ils se sont jamais séparés, il ne les a jamais vus, se disputer. Alors que l'autre partenaire, elle a eu des parents divorcés, elle a toujours vu des conflits. Elle aura pas du tout la même image du couple et donc quand ces 2 personnes se retrouvent dans leur histoire, il y a confusion, il y a des échanges, la communication n'est plus la même. Une fois passée la période dite nuptiale, où tout se passe bien, tout est merveilleux, ça y est, les choses commencent à se transformer. Et donc, il y a des phases dans le couple, au fur et à mesure, qui font que, tout ça, tous ces dossiers, reviennent à la surface et ça devient un peu plus compliqué à ce moment-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le couple, en fait, on retrouve ces phénomènes de cycle, en fait, que l'on a, c'est-à-dire la première, peut-être une phase de séduction où tout est merveilleux au début, et puis s'installe une petite routine qui va tranquillement endormir un peu le couple jusqu'au moment donné où il y en a un ou l'autre qui va pas forcément se reconnaître dans la situation et qui, pour le coup, voilà. Est-ce qu'il y a le cycle, est-ce qu'il est commun? Parce que c'est vrai que on peut imaginer que peu importe effectivement la situation, on passe tous par ces étapes-là. Est-ce que toi, tu peux penser que justement, il y a un cycle un peu comme celui-ci, Bertrand? Complètement. Une des premières choses que j'évoque avec le couple, c'est leur histoire et puis les grandes lignes de leur parcours de couple. Que le couple ait 1 an ensemble ou que le couple a 20 ans, il y a des grands moments de crise, ce que j'appelle des moments de crise de vie du couple. Donc ça va être l'aménagement, ça va être la rencontre, ça va être on aménage ensemble, donc c'est déjà un élément qui change, puisqu'il y a 2 individus parfois qui habitent chacun de leur côté et qui décident de se mettre ensemble. Donc ça va être un événement. Après, il y a peut-être l'arrivée d'un enfant. Il y a ensuite un changement dans le travail. Tout ça, ça va influencer le couple, ça va bousculer la relation. Déjà, l'arrivée d'un enfant, c'est le passage du duo couple au passage du duo parental et de la famille, de la création de la famille. Donc tout ça, ça va bousculer. Donc ces schémas, ce sont des schémas qu'on retrouve dans pratiquement tous les couples. Et là, l'idée, c'est d'observer ces événements de couple. Quel impact ils ont, enfin ces événements, et quel impact ils ont sur le couple. Bien sûr. Bien Et sûr. donc, Et derrière, comment? Alors, on dit, c'est quoi? On dit que la passion ne dure que 3 ans, c'est ça? C'est quoi le... Alors, le phénomène des 3 ans, c'est extrêmement puissant parce que, donc ça, j'ai été très surpris quand j'ai eu ma formation. On me dit, il y a ce cycle de 3, 5 et 7 ans. Donc, 3, 5, 7, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et alors, donc, je connaissais 3 ans, mais je connais pas 5, 7. Je suis très curieux de ce que tu viens de dire. Je me rends compte, au fur et à mesure que je pose des questions au couple, lorsque je prends les grandes dates, avant même qu'ils m'aient expliqué pourquoi ils viennent pour la thérapie, je leur demande la cartographie de leur situation. Et donc, je prends les grandes dates. Et je me constate quasiment à tous les coups, tous les 3 ans, il se passe quelque chose au niveau de la relation. Soit il y a l'arrivée d'un enfant, soit il y a un déménagement, soit il y a un mariage, soit il y a un burn-out, soit il y a un changement au niveau du boulot. Il y a un événement tous les 3, 5 et 7 ans. Et c'est hallucinant. Et je le repère
quasi systématiquement. Et oui, il y a un cycle qui se renouvelle. Alors oui, l'amour dure, d'après certains scientifiques, dure 3 ans. Tout le phénomène de, comment dire, oui, il y a un phénomène hormonal et puis il y a un phénomène cyclique qui se met en place. Et il y a un besoin d'un changement à un moment donné et ce changement, il dure à peu près 3 ans, quoi. C'est hallucinant. Oui, c'est vrai que c'est limite effrayant parce que pour peu, certains, j'imagine déjà certains qui vont se dire, bah, ça fait 3 ans, on va tomber dedans, ça fait 5 ans, on va tomber dedans, ou alors comment, alors une fois qu'on a dit ça, maintenant c'est de se dire comment justement on peut essayer de retrouver justement un peu la flamme du début, quoi, parce que 3 ans, 5 ans, 7 ans, et même parfois un peu plus, et on a oublié comment on s'était rencontrés, on a oublié peut-être comment on s'était plu, comment l'autre était, quels étaient les efforts qu'il faisait au début. Est-ce qu'il y a la possibilité de revenir en arrière? Est-ce que on peut changer au point de retrouver, raviver la flamme du début, Bertrand? Là, j'ai besoin que tu nous donnes un peu confiance. J'ai besoin d'y croire. Enfin, pas personnellement, mais voilà, je pense que… Alors, c'est génial. C'est génial ce que tu dis parce que justement, j'invite les couples à lorsque je leur demande pourquoi vous venez, je leur dis, imaginez que j'ai une baguette magique et que j'ai la capacité de réaliser vos vœux. Sauf que je ne suis pas tout puissant et justement, la première chose que je leur dis, c'est que je ne peux pas changer le passé. Donc, ce qui est certain, c'est que ce qui a été fait dans le passé ne peut pas être transformé. Et je n'ai pas la capacité de transformer le ou la partenaire. Donc, je leur dis d'office ça. Par contre, ce qui est important, c'est que les gens puissent m'exprimer, non pas ce qu'ils ne veulent plus, ce qui les énerve chez l'autre ou dans la relation, mais ce qu'ils veulent réellement. Et là, le travail commence. Et pour répondre à la question, est-ce qu'il est possible de revenir à l'état du début, je leur demande ensuite, voilà, je fais mon teasing parce que ça, c'est ce que je fais en coulisses, mais là, tout le monde va être au courant, c'est le premier épisode, saison 1, épisode 1 de leur histoire de couple. Parce que même s'il y a une seule saison ou s'il y a 20, 30 saisons, donc l'épisode pilote, donc les débuts, ben c'est la clé. Et là, les gens se rappellent quand je leur dis, ben voilà, en 1990, le siècle dernier, vous vous êtes rencontrés, qui a été vers l'autre? Comment c'était? Pourquoi vous avez été? Ça y est, les gens visualisent comment ils étaient. Et là, il y a la magie qui s'opère. Tu le vois dans les yeux. Ça se voit. Il se remémore. C'est ça. Il y a des sourires, il y a des souvenirs, ils se regardent. Mais non, ça s'est pas passé comme ça. Mais on était là. Ah ouais, c'est vrai, et tout. Oui, mais oui, je me rappelle, et tu étais habillé comme ça. Tu avais les cheveux comme ça. Ah oui, et puis toi, alors je leur demande, qu'est-ce qui vous a plu chez lui? Qu'est-ce qui vous a plu chez elle? Et là, bah oui, il était beau, il était comme ci, comme ça, mais elle est toujours belle. Alors, tu vois, même s'il y avait de la tension au début de la consultation, parce qu'il y a de l'appréhension à exprimer à un étranger toute leur vie, et puis comment ça va se passer, à un moment donné, ça y est, la connexion se remet en place, et ça leur fait du bien. Donc oui, c'est possible de revenir à la source. Et on arrive à comprendre, et bien sûr, après la question, c'est qu'est-ce qui fait que vous ne ressentez plus cette petite étincelle comme au début? C'est ça. C'est ça. Et comme tu le dis, peut-être que c'est effectivement les phénomènes qui sont liés au travail, les phénomènes qui sont liés au fait que il y a les enfants qui prennent peut-être de la place, et peut-être même plus de place, et même peut-être parfois trop de place, et que chacun s'oublie. Il y a peut-être le phénomène du fait que je parlais de s'oublier, que physiquement, peut-être, on se laisse un petit peu aller. Est-ce que c'est souvent montré du doigt? Quels sont les reproches, entre guillemets, qui sont… Alors, il y a 6 sources de problématiques qui reviennent quasiment systématiquement. Après, elles ne sont pas toutes au même niveau.
première source de problématique, c'est l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, on ne s'entend pas sur l'éducation des enfants, donc ça crée des sources de conflits. Les finances. Monsieur dépense pas, ou l'inverse, hein, c'est pareil, hein, monsieur ne dépense pas un sou, madame dépense tout, ou inversement. Donc les finances, ça joue également. Il y a les tâches ménagères. C'est incroyable comme la répartition des tâches ménagères provoque des conflits, des disputes. J'ai eu des problèmes avec des disputes pour la manière dont l'assiette est placée à l'intérieur du lave-vaisselle. Donc, ça crée des choses énormes. Donc, ça aussi, ça va influencer. Bien sûr, la sexualité. Ben oui, j'ai plus envie, moi j'ai pas envie, monsieur est du matin, madame est du soir, ou inversement, donc ça va jouer aussi. Il va y avoir la belle famille, les amis, surtout quand il y a des enfants. Ta mère, elle est toujours présente, etc. Il n'y a pas de limite, etc. Tes amis, ils ont toujours plus de priorité que moi, donc ça aussi, ça joue. Et dernier élément, équilibre, vie pro, vie perso. Ouais, c'est les six problématiques à l'origine, en tout cas, justement, d'une rupture de communication. C'est souvent ces symptômes-là. C'est ça. C'est ça. Et ça va ressortir. Alors, bien sûr, quand tu as une personne au début de l'échange, je demande, mon idée, c'est combien de temps il reste pour le couple. Donc, quand tu enlèves le boulot, quand il y a des gens qui travaillent en horaire décalé, il y en a un qui travaille de nuit, l'autre de jour, et puis qui travaille le week-end, et puis il y a les enfants. À quel moment le couple se voit? À quel moment le couple échange? Oui, et puis tu en arrives peut-être à être plus des colocataires. Je crois que effectivement, en couple, tu partages des factures, mais au final, hormis cela. C'est ça. Donc, soit les gens, lorsqu'ils ont des enfants, deviennent davantage un couple parental, un couple, ce que moi j'appelle un couple sociétal. On a une belle maison, on a un jardin, on a une fille, un garçon, il y a un chien, un chat, on bosse tous les deux, tout va bien. Donc, aux yeux de tout le monde à l'extérieur, nous sommes une famille merveilleuse. Mais à l'intérieur, on ne se parle plus. Salut, ça va? Ouais, ça va. Tu as passé une bonne journée? Ouais, ça a été. Bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Voilà. Pas de pain ou de courrier. C'est ça. Tu as fait les courses et tout. Bon, bonne nuit. Bonne nuit. Et encore, quand il y a le bisou. Et là, voilà. Et il n'y a plus rien. Et quand ils arrivent dans cette situation-là, c'est compliqué. Parce Toi, on va dire le rôle du thérapeute, c'est quoi? C'est justement de créer ce terrain neutre dans lequel on va se parler, dans lequel on va s'accorder un moment. Alors, il y a une question derrière, c'est est-ce que les deux, est-ce que c'est souvent à l'initiative de l'un ou de l'autre? Est-ce que c'est une des personnes du couple qui vient et puis il ramène le deuxième? Ou est-ce qu'à un moment donné, les gens sont suffisamment, qui ont ce genre de soucis, se disent, OK, on va consulter ensemble. L'approche, c'est quoi? C'est souvent une personne qui vient, puis après la deuxième, ou est-ce que c'est souvent en couple? Alors, en général, je vais dire qu'il y a 70% des prises d'initiative de rendez-vous sont faites par les femmes, pour les couples hétéros. Donc, par les femmes. Et en général, les gars, soit sont plutôt partants, mais plutôt ils sont tirés sur le côté en disant allez, on va voir un thérapeute, sinon. Sinon, ça va pas. Donc, je vois des hommes qui, bien souvent, arrivent et me regardent comme ça. Sceptiques. Pourquoi je vais aller voir quelqu'un? C'est un peu la honte. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire pour nous? En quoi ça va changer notre vie? C'est encore de l'argent dépensé, c'est encore tes lubies. Donc, voilà. Mais ils ne disent rien parce que, vu qu'ils se disent c'est soit ça, soit c'est terminé, voilà. Après, il y a des couples qui sont partants pour changer. Beaucoup de jeunes, d'ailleurs.
Les moins de 30 ans sont d'une dynamique en disant, ben voilà, on vient de démarrer notre relation, nous, on veut que ça marche bien. Donc, ils sont plutôt partants. Les couples de 30, 50, ça pique un peu, quoi. Ah, tu vois, j'aurais tendance à penser l'inverse. J'aurais tendance à penser que justement la jeune génération aujourd'hui, qu'on appelle un peu une génération un peu Amazon, hein, je prends, je répare plus, je mets à la poubelle et je rachète autre chose derrière. J'aurais pensé que cette jeune génération aurait beaucoup moins fait l'effort de venir te consulter que justement les anciens qui étaient habitués pour le coup à réparer, à essayer de trouver des ententes, à essayer de trouver des compromis. Euh, ton point de vue là-dessus, c'est de se dire, au final, non, c'est les jeunes qui aujourd'hui ont une vraie volonté de construire. Ben, j'ai été étonnamment surpris de voir des couples, des jeunes couples, ben voilà, 20, 25, 26 ans, qui viennent me voir et qui décident de se poser des questions. L'avantage, c'est qu'eux, ils ont tout de suite le réflexe d'aller sur Internet, de rechercher les réponses à des questions auxquelles ils n'ont pas les solutions et de se dire, ben allez, on va voir quelqu'un. Alors que l'ancienne génération, bon, j'ai 52 ans, l'ancienne génération, pour aller voir quelqu'un, ça veut dire qu'on se remet en question, qu'on n'arrive pas à se débrouiller seul, qu'on n'arrive pas à trouver, c'est un peu l'échec. Le terme qui est employé, c'est on a échoué puisqu'on est obligé de venir voir un thérapeute pour s'en sortir. Donc, ce n'est pas du tout le même état d'esprit, en fait. Et donc, au cours d'une consultation, au cours d'une séance, j'imagine que ça se fait sur plusieurs phases. Est-ce que, je vais employer le mot, mais est-ce que tu arrives justement à sauver des couples entre nous, Bertrand? Est-ce que tu penses que les décisions qui sont prises en cabinet sont pérennes dans le temps pour faire en sorte que justement le couple s'en sorte, ou est-ce que ça va être épisodique, ça va être epsilon, ça va être vraiment sur une période courte et que malheureusement, la nature des gens fait que à un moment donné, ça va repartir, les conflits vont revenir. Ton avis là-dessus? Comme je leur dis souvent, quand vous venez, moi je suis comme le docteur Love, le docteur de la santé du couple. Donc je leur pose énormément de questions et je les interroge pour avoir une espèce d'analyse, de diagnostic de où en est votre couple aujourd'hui. Est-ce que le couple il est malade avec plein de symptômes ou si c'est une petite grippe et puis que bon ben voilà, j'ai quelques outils qui vont leur permettre de redynamiser la relation, ou le couple il est dans un état tel que même il va falloir plusieurs interventions et que rien ne garantit que ça dure. Mon rôle, c'est pas de sauver le couple. Mon rôle, c'est d'avant tout de leur permettre de faire le point sur où ils en sont dans la relation. Donc, c'est pas forcément vendeur, mais par contre, ça a le mérite d'être clair, d'être précis. Et la première séance permet déjà de voir le pouls de la relation où il en est, quoi. Et il y a des relations où je dis très clairement, écoutez, là, soit il va falloir déployer énormément d'énergie pour relancer la relation, ou sinon, peut-être que, alors surtout quand il y a des enfants, peut-être qu'il est préférable que vous arriviez à bien communiquer pour le bénéfice des enfants, mais que la relation, malheureusement, est plus là. Heureusement que, justement, avec tout le processus que on met en place, les souvenirs, etc., bon, j'arrive à effectivement les accompagner et à vérifier s'il y a la petite étincelle et l'énergie est là pour voir où on en est, quoi. Ou en tout Moi, cas, j'ai où besoin, ils en sont. Bertrand, ces outils que tu utilises pour raviver la flamme, je suis certain que ça va intéresser notre communauté. C'est quoi ces fameux outils? C'est tu mets des pétales, tu mets des chandelles, tu réorganises le dîner comme au premier jour. Les tips aujourd'hui pour justement raviver la flamme on dit souvent raviver la flamme, hein, raviver la flamme de son couple. Voilà,
les conseils, justement. Donc, tu as un couple, on se met dans un cas où tu as un Ouais. couple qui vient, bon, ça fait un moment que c'est compliqué, et puis ils se disent, voilà, c'est la dernière bouffée d'oxygène, on va aller voir Bertrand, on va aller voir effectivement un thérapeute de couple, et on va essayer d'en discuter tous ensemble et de mettre en place des process, reprendre des habitudes. OK, c'est quoi les habitudes que tu peux leur donner, Bertrand? Les Première conseils, ils chose. sortent de là avec quoi? Première chose, je leur dis, moi, mon rôle, j'ai plutôt une orientation coaching. Donc, dans une dynamique de problème, solution et visualisation de la situation dans le futur. Problème, analyse de ce qui freine et hop, solution. Donc, première chose que je leur donne, c'est des outils de communication non violente. Arrêtez avec le tu qui tue. Bien souvent, je leur dis, si vous commencez à m'exprimer votre problématique en disant tu es comme ci, tu es comme ça, tu fais rien à la maison, ouais, mais toi, t'as jamais envie, t'as jamais de désir. Le tu qui tue, ça, c'est la première chose à désamorcer. Leur permettre, je leur donne des outils qu'ils vont pouvoir utiliser pour répondre à ta question précédente sur du long terme, pour dire comment je parle et comment je m'exprime au niveau de la relation. Donc, je les pousse à parler d'eux dans ce qu'ils veulent. Au lieu d'être dans dénigrer l'autre, dans le reproche, ben, je ressens, j'ai envie, j'ai besoin, je demande, j'exprime. C'est très important ce que tu es en train de dire, Bertrand. C'est-à-dire que tu proposes de remplacer le tu par je, quelque part. J'ai besoin, je ressens. Voilà, exactement. Un exemple tout simple. Voilà, monsieur est frustré parce que il a envie, il aime sa femme et tous les soirs à 23h, eh bien, il va gratter le dos de madame alors que jusque dans la journée, il a à peine envoyé un SMS pour lui demander comment elle allait. Et elle, madame, elle a passé toute la journée au boulot, elle a été chercher les enfants, elle est rentrée, elle a préparé le repas, elle a fait le dîner, elle a débrassé, elle est crevée. 22h30, elle va se coucher. 23h, monsieur arrive dans le lit parce qu'avant, il a fini de regarder le match. Et à partir de là, il a envie. Et donc là, bam, problème. Ouais, mais non, mais arrête, j'ai mal à la tête, je suis fatigué, laisse-moi tranquille. Ouais, mais tu peux jamais, etc. Donc, quand ils exposent cette problématique en séance, je leur dis, si monsieur est quand même, ouais, mais t'es frigide, t'es toujours mat, t'as jamais envie, etc. Je leur dis, le tu. Voilà, le tu, le reproche, voilà, la frustration, etc. Non. Ça pique à l'orgueil en plus. Donc, Exactement, l'ego prend cher. Donc, je leur dis, qu'est-ce que vous ressentez réellement? Parlez-moi de vous et qu'est-ce qui se passe pour vous? Je me sens rejeté, je suis frustré, je ne sais plus comment faire. Parfois, il y a des larmes, émotionnellement, ils sont vraiment impactés. Je ne sais plus. Je l'aime, je ne sais pas comment. Et là, la personne entend à côté. Ouais, mais tu comprends, voilà. Et qu'est-ce que ça vous fait, madame, quand vous entendez monsieur vous exprimer qu'en fait, tout ce qu'il veut, c'est échanger? Et là, ça y est, ça commence à débloquer. Donc, rien que le premier outil de communication, la parole, elle est puissante. S'ils arrivent à échanger, communiquer réellement avec des mots qui touchent l'émotion, c'est extrêmement puissant. Il y a des larmes qui sortent. Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro 1. Apprenez à échanger, apprenez à communiquer, apprenez à sortir de l'ego, de l'orgueil. Retrouver du respect. Mais ouais, mais t'es comme ci, t'es comme ça. Ouais, mais de toute façon, tu fais rien. Je leur dis ici, dans mon cabinet, pas de bagarre, vous ne cassez rien. Vous... Voilà. Alors, ça les fait rire dès le début. Je leur dis, vous ne cassez rien dans mon cabinet. Hein. Et puis, il dit, mais non, on est civilisé. Puis, 1 heure après, ouais, mais quand même, stop. Reprenez le jeu, parlez-moi de vous. Parlez doucement. Ouais. Exactement. Exprimez surtout, exprimez ce que vous ressentez, vous. Parce que l'autre ne peut pas reprocher à l'autre, quand je parle de moi, on ne peut pas me reprocher même si ça pique, hein, je me sens frustré, je suis déçu,
bah, peut-être que ça peut toucher l'autre. Mais je vais parler de moi. C'est pas dans le reproche. Et derrière, il y a peut-être une demande. Est-ce que, je fais une petite parenthèse, mais les pervers narcissiques, bon, je ne sais pas si ça peut s'adresser aux hommes et aux femmes à la fois, je ne sais pas d'ailleurs si ça existe. Des deux côtés, ce sont des personnalités perverses, oui. Ce sont justement, je n'ai aucune connaissance sur le sujet, mais c'est quoi? C'est des personnes justement qui sont sur le dessus, c'est-à-dire qui sont sur le dénigrement perpétuel, régulier. C'est ça ce qu'on appelle des pervers narcissiques? Alors, déjà, le pervers narcissique, c'est un mot qui est devenu un peu à la mode et en majorité, ce sont des femmes qui expriment l'idée d'être victime de pervers narcissiques. Moi, le pervers narcissique, techniquement, c'est une pathologie. Hein. C'est une pathologie et ce sont déjà des personnes qui ne viennent quasiment pas en consultation. Ou s'ils viennent en couple en consultation, c'est qu'ils ont un esprit de reprise de contrôle sur la relation, pour laisser un espace d'ouverture, pour faire illusion. Mais généralement, ces personnes-là ne viennent pas en thérapie. Par contre, des profils manipulateurs, il en existe beaucoup. Et l'idée, c'est pour les personnes qui viennent en individuel et qui se sentent bousculées par un profil dit perverse ou dit manipulateur, l'idée, c'est de les apprendre à se défendre, à savoir dire non, à savoir poser des limites, à savoir se respecter. Et donc, moi, ce que je leur apporte, c'est ça. C'est ce que j'appelle aussi des vampires énergétiques. Donc, c'est la relation qui est toxique. La relation devient toxique. La personne est envahie par des émotions où, effectivement, elle peut être rabaissée, elle peut être critiquée. Et parfois, la parole est plus forte et plus douloureuse que des mots, voire que des coups, pardon. Les mots font mal. T'es nul, tu sers à rien. Voilà. Alors, en plus, c'est avec un mélange. Il y a un double sens dans les mots. Ouais, t'as grossi, hein, Jérôme. Hein, mais t'es beau. Bam. Paf, une claque, une caresse. Une claque, une caresse. Voilà. Et puis, de l'ambivalence. Voilà. Mais la cravate rouge, je t'ai offert une cravate rouge. Ah, elle est super, la cravate rouge. Donc, tu mets la cravate rouge. Ah, pourquoi tu n'as pas mis la cravate bleue? Waouh, tac, je ne sais jamais. Voilà. Donc, il y a plein de processus de manipulation, de victimisation. Ça s'appelle un peu le triangle dramatique, sauveur, victime, bourreau. Bien souvent, les personnes qui sont victimes du manipulateur, elles sont dans un processus où soit elles sont victimes, soit elles essaient de sauver l'autre, soit elles-mêmes, elles sont bourreaux et l'autre. C'est vraiment un processus très, très pervers. C'est la relation en elle-même. Et puis, il y a effectivement des personnalités qui sont manipulatrices parce qu'elles ont baigné peut-être dans leur enfance dans un groupe manipulateur. Et est-ce qu'on arrive à s'en sortir dans ce cas-là? Est-ce que ces personnes arrivent à s'en sortir? Parce qu'elles sont peut-être tellement sous l'emprise, justement, de ce manipulateur ou de cette manipulatrice. Ouais. Est-ce qu'elles, du jour au lendemain, si elles prennent la décision de tout arrêter, est-ce qu'il y en a qui arrivent à franchir le pas, justement? Ou est-ce que c'est très difficile? Ça ne se passe jamais du jour au lendemain. C'est un long processus de prise de conscience. Les personnes qui viennent, en majorité des femmes, m'expriment le fait qu'elles ont un problème. Bonjour, je viens vous voir parce que j'ai un problème, j'ai l'impression que je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez comme si, je ne suis pas assez à ce niveau-là. Qu'est-ce que je fais de mal? Parce que le processus de manipulation est très culpabilisant. Donc, du coup, je viens vous voir pour être meilleure, être une meilleure compagne, une meilleure épouse pour mon compagnon qui, lui, me critique, quand c'est le cas d'un homme et d'une femme. Et à partir de là, l'idée, c'est de reprendre confiance. Mais ce que vous faites, quand vous me le décrivez, qu'est-ce que vous trouvez de mal à ce que vous faites? Ben, rien.
je ne comprends pas, mais lui, il me dit que. Bien souvent, ces personnes ne parlent que de l'autre, hein, mais pas d'elle. Donc, l'étape numéro 1, c'est de retrouver confiance en elle. Qu'elle parle d'elle déjà. Parlez-moi de vous. C'est vous qui m'intéressez, c'est vous qui êtes là, c'est pas lui. Parlez-moi de vous. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Bien souvent, elles ne savent pas. Il ne faut surtout pas taper sur l'autre, sinon elle fuit. Et parfois, il y a des personnes qui mettent 1 an et demi à reprendre confiance en elles, à poser un non. Non, j'ai pas envie. Non, je veux pas. Non, j'accepte pas. Il y a des jeux de rôle. Parfois, je joue au manipulateur. T'es qu'une bonne à rien. Tu sers à rien de toute façon. T'es nul. Et la personne, je leur dis, bon, on va jouer un jeu de rôle et elles baissent les yeux. Parce qu'elles sont tellement habituées à entendre ce genre de messages que automatiquement, elles n'affrontent pas et elles baissent les yeux. Et quand 6 mois après, on rejoue au jeu, et j'ai dit, mais t'es une bonne à rien, tu sers à rien de toute façon, même pour faire un plat au micro-ondes, t'es pas bonne. Et que la personne vous regarde droit dans les yeux en te disant, t'as qu'à le faire toi-même ton plat. Là, j'ai gagné. Parce que ce qu'elle sera capable de faire avec moi dans l'entraînement, elle sera capable de le faire à la maison. C'est puissant. C'est vraiment. Et 1 an, parfois 1 an et demi de combat pour qu'elle sorte, bien souvent pour les enfants. Pour les enfants. Pour les enfants. Ouais. Et il y a des femmes qui sont vraiment des lionnes. Hein. Des lionnes et avec un courage, un sans-femme, elles n'ont pas confiance en elles. Et donc, le travail que j'adore ce travail, c'est de leur redonner confiance, redonner une posture, redonner de la fierté de ce qu'elles sont et qu'elles osent le dire. Et là, c'est génial. Merci Bertrand pour ces fameux conseils autour de la relation de couple. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la deuxième partie de ce live. Les enfants sont couchés, il est 21h40. Oui, C'est vacances demain. C'est le moment chaud. C'est le moment chaud. Ce que je te propose, c'est qu'on aborde donc la deuxième partie de ce live et qu'on parle de sexualité. On va parler, si tu le veux bien, tu parlais de mots tout à l'heure, voilà, monsieur qui vient gratter à la porte, il est 22h, 23h, et puis voilà, c'est un nom qui fait que ça peut parfois créer de l'infidélité. C'est un nom qui parfois a des vraies raisons. Hein, ça peut être effectivement, on peut parler de ménopause, on peut parler de baisse de libido, on peut parler. Quels sont les sujets autour de la sexualité qui te reviennent, Bertrand? Est-ce que tu as des sujets d'impuissance, des problèmes d'érection? Est-ce que ces sujets-là sont des sujets pour lesquels on vient te consulter? Complètement, complètement. Pour les femmes, ce sont des problématiques de désir. J'ai plus de libido, j'ai pas d'envie, c'est douloureux. L'acte sexuel est douloureux. J'aimerais atteindre quelque chose, mais je ne l'atteins pas. J'aimerais atteindre un orgasme, mais je n'ai pas atteint l'orgasme. Voilà, donc les femmes, ça va être plutôt orienté sur ce type de questionnement, sur leur désir, sur leur manque de désir, sur leur insatisfaction aussi, leur frustration de ne pas pouvoir donner de plaisir et de ne pas en prendre. Chez les hommes, on va être sur des problèmes plutôt orientés performance. Problème d'érection, j'y arrive plus, ça marche pas. Voilà, ou ça marche au début, mais à un moment donné, ça retombe. Et je comprends pas ce qui m'arrive. Ça va être des problèmes dans la durée. Je dure pas suffisamment au lit. Voilà, ça dure 1 minute, 2 minutes. Donc, je suis très frustré. Et du coup, les conséquences, c'est que j'ai peur que ma partenaire m'abandonne. Voilà. Puis des questions plus d'ego aussi. Voilà. Est-ce que je suis... comment lui donner du plaisir, comment être là. Donc, c'est vrai que la sexo, ça va être 80% des sujets, ça va être là-dessus. Tu parlais de pornographie tout à l'heure. Je fais le lien avec ta vidéo qui a fait plus de 850 000 vues, Bertrand. J'ai cru comprendre que depuis justement le Covid, il y a eu une surconsommation, en tout cas une croissance de la consommation de la pornographie, du fait que les personnes ne pouvaient pas se voir. Est-ce que tu l'as remarqué? Est-ce que c'est un sujet qui, toi,
tu fais ce métier-là depuis pas mal de temps. Tu sens qu'aujourd'hui, ça peut devenir une dépendance ou pas? Mais c'est une dépendance. Pour moi, alors ça peut paraître choquant ce que je vais dire, mais en termes d'impact sur de long terme, c'est à mon sens quelque chose d'aussi puissant et aussi néfaste que le Covid. Hein. Pourquoi? Parce que je le dis souvent, hein, je suis d'une génération où regarder un film porno, c'était aller en coulisses, tirer un rideau rouge et aller chercher une cassette vidéo et avoir la honte de donner la cassette à la personne en face. La honte, c'était, voilà, personne ne le sait, etc. C'était occasionnel. C'était le film de Canal le premier samedi du mois, quoi. C'était tombé sur les pages de La Redoute, c'était voilà, le bout du monde. Voilà. Et puis maintenant, ils ont accès avec ce truc-là, H24, 7 jours sur 7, gratuitement à du porno. Des blondes, des brunes. Bien sûr, ce sont une majorité d'hommes, mais pas seulement. Maintenant, des statistiques... À partir de quel âge, Bertrand? Tu penses qu'aujourd'hui, on consomme du... 12 ans. Qu'il y ait des enfants, à partir de quel âge? 12 ans. 12, 13 ans, malheureusement, les enfants ont déjà eu accès à des scènes orientées pornographie. L'impact est extrêmement lourd. Pourquoi? Parce que psychologiquement, quand à l'époque, par exemple, quand je reçois des personnes qui sont accros à la pornographie, mais qui ont la cinquantaine, ils ont accéder à la pornographie de manière progressive. Alors que les jeunes qui viennent me voir ont baigné dedans depuis leur adolescence, très très tôt. Donc, quand il y a de la masturbation solo avec de la pornographie jusqu'à 23-25 ans, ils se retrouvent devant leur petite amie, leur petite copine, et dans leur tête, parce que c'est ça qui est compliqué, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre la vraie vie et le porno, eh bien, ils se disent, bah, ça va se passer comme dans le film. Mais la partenaire, bah, elle n'est pas du tout. Alors, je dis la partenaire parce qu'effectivement, ce sont des hommes les plus souvent qui sont impactés. Bah, la partenaire, elle n'a pas du tout. Ah oui, oh, j'ai très envie de toi. Non, non, non. Elle n'est pas du tout dans cette attitude. Elle a peur, elle a des doutes, elle a des craintes. Donc, le cerveau, lui, il dit, mais c'est quoi que tu me donnes? Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. D'habitude, la fille, elle est comme ci, comme ça. Et hop, panne d'érection. Et là, c'est le drame. Et les filles, parce que le système scolaire ne nous éduque pas sur l'intimité, sur le plaisir. On nous apprend la reproduction des invertébrés en 5e, et puis la contraception et les IST. Mais absolument pas le consentement, le plaisir, le toucher, le contact, le désir. On ne nous apprend pas tout ça. Enfin, on n'a pas le référentiel. C'est-à-dire que dans les films porno, tu n'as pas ce référentiel. C'est-à-dire qu'on était sur de la performance. Les références que tu vas avoir, effectivement, avec des mecs qui ont des trucs énormes. Et toi, tu vas te dire, tu vas être complexé, tu vas te dire, mais je tiens beaucoup moins longtemps. Et donc, ça va créer une frustration. Psychologiquement parlant, tu vas te sentir beaucoup moins en confiance. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les jeunes se comparent puisqu'ils ont accès à ça très très tôt. Donc ils se comparent et ils se disent la sexualité, c'est comme ça que ça doit se passer, puisqu'ils n'ont pas d'autres éléments de comparaison. Et c'est pas forcément les parents qui parlent ouvertement de sexualité. Il y a des milieux culturellement où c'est extrêmement tabou de parler d'intime. Donc la référence, c'est le porno. Et donc là, bah, c'est les dégâts. Et bah, par rapport à ça, bah oui, je me compare. Bah, est-ce que j'en ai une assez grande? Est-ce que je dure assez longtemps? Est-ce qu'il faut que je sois vigoureux comme dans le film? Tu m'as raconté une anecdote un jour par rapport à Captain America, je crois. Où, C'est complètement ça. Je leur dis aux gars, bon, t'aimes bien les Marvel?
parce que bon, la plupart, beaucoup de jeunes, hein, beaucoup de jeunes, c'est ce qui m'a touché vraiment, c'est que quand un jeune de 23, 25 ans me dit, bah, j'y arrive pas, j'ai dit, mais alors, pardonnez-moi, je plaisante un petit peu parce qu'il faut les décontracter et il faut que le sujet, je leur parle comme si on se connaissait, comme si j'étais bah, c'est vrai que je suis un daron, je suis un papa et je leur dis, bon, bah, écoute, moi, à ton âge, bah, je cassais la table avec mon truc, quoi. Je leur dis, voilà, alors ça les fait rire, ça les décontracte parce qu'au moins ils peuvent parler à quelqu'un qui ne les juge pas, qui ne se moque pas. Et je leur dis, bah, tu connais Captain America. Ah, il est super puissant. Mais tu crois que tu pourrais faire la même? Moi, j'aimerais bien. Hein. Et ils me disent, bah non. Bah, quand tu regardes un film porno, c'est pareil. Tu crois pas que le gars, il va faire la même chose parce que c'est un montage, parce que le gars, il n'est pas aussi performant. Tu sais pas ce qu'il fait en coulisses. Donc déjà, ça casse le mythe un petit peu. Ça casse le mythe. Et puis, bah, derrière, bah, il y a tout un travail de sevrage. Il y a tout un travail de prise de recul. Et pendant le confinement, pour rebondir sur ce que tu disais, oui, il y a eu un taux énorme de personnes accros, tout simplement parce que ben, il y a l'ennui. Ben, on ne sort pas, on ne fait rien, je suis célibataire, j'ai pas suffisamment confiance en moi pour aller chercher quelqu'un. Il y a beaucoup de couples qui se sont créés pendant le confinement aussi, hein, où le petit papier, il s'en foutait. Hein, mais ceux qui n'ont pas confiance en eux, ceux qui ont baigné dans une ambiance virtuelle, bah, eux, bah, ils sont complètement immergés dans le virtuel. Et là, ça fait des dégâts. Ouais. Parlons un peu de baisse de libido, si tu veux, oui. 50 ans, peut-être un peu avant, je ne sais pas, ou un peu après. Baisse de libido chez l'homme, chez la femme, essentiellement, ça joue de la même manière, l'âge. Ça va jouer. Bon, bah, pour les femmes, c'est connu, c'est la ménopause. C'est la ménopause avec une baisse de libido ou pas, c'est pas obligatoire pour les femmes. Hein. Par contre, il y a le deuil de la maternité qui va jouer. Et il y a tout un imaginaire sur le fait que, ben voilà, ben une fois qu'il n'y a plus la maternité possible, je ne suis plus une femme. Donc, ben ça y est. Alors pour certaines, c'est le soulagement. Hein. Ben, je suis ménopausée, donc c'est pas la peine de venir me toucher. Surtout quand c'est pas top, c'est pas qualitatif. Donc, ah ben non, mais c'est bon, c'est pas la peine, j'ai pas de désir, j'ai mal, je suis pas bien. Et puis pour d'autres, c'est une libération pour les femmes. Parce que justement, bah, je ne vais pas tomber enceinte, je suis libre, j'ai plus mes règles. Génial, je fais vivre ma sexualité pleinement. Donc, il y a les deux situations. Faut-il que le compagnon puisse suivre parfois? Oui, parce que, et on revient au manque de communication où en fait, l'homme ne comprend peut-être pas ce qui se passe. On parle de sécheresse vaginale, je crois. Effectivement, et comme tu disais, ça fait mal. Mais s'il n'y a pas cette communication, pour le coup, il va y avoir une diminution effectivement de l'acte, du nombre de rapports, qui va à un moment donné peut-être créer une frustration. Ça m'amène à la. Alors, il y a effectivement, j'ai deux questions. C'est-à-dire comment justement lutter. Alors, est-ce que là, pour le coup, c'est peut-être le parti médecin sexologue qu'il faut aller voir justement pour justement lutter contre ces sécheresses vaginales ou cette baisse de libido. Est-ce qu'on peut intervenir dessus? Tu vois, est-ce que déjà on peut en parler de ça? Alors, pour les hommes, la baisse de libido, elle va jouer parce que c'est l'andropause. Parfois, il y a l'andropause qui va jouer, donc la baisse de la testostérone. Donc, moi, quand des hommes d'un certain âge, à partir de 45 ans, viennent me voir en disant bah, c'est plus pareil, l'érection, elle est plus ferme comme avant, etc., je leur préconise d'aller voir un médecin pour vérifier d'abord leur taux de testostérone et vérifier que si hormonalement, tout est OK. Parce donc, tu vas au laboratoire, tu peux faire une prise de... C'est une prise de sang? C'est quoi? Ouais, c'est une prise de sang. Non, c'est une prise de sang pour voir le taux de testo. Donc, c'est le médecin qui va prescrire tout ça. Et donc, ça va permettre déjà de vérifier si, au niveau hormonal, il n'y a pas une problématique. Et puis, bien sûr, savoir s'il n'y a pas des médicaments qui peuvent
intervenir qui peuvent jouer sur la libido. S'il y a une personne qui est diabétique, s'il y a une personne qui a du diabète et du cholestérol, etc. Donc tout ça, ça va jouer. Et puis, pas de sport, sédentaire, bouge pas, fume, mange gras, etc. Tout ça, ça va impacter sur le bien-être. Et bien souvent, les gars, ça les réveille quand je leur dis, mais vous faites un peu de sport, même 20, 25 minutes d'activité. Je parle même plus de sport, je parle d'activité physique. Parce que ça va jouer sur votre libido, ça va revenir. Ah, c'est bizarre, les gars s'inscrivent tout de suite à la salle. Quand je leur dis, vous allez voir, au bout de 2 mois, prenez soin de vous, mangez moins gras, etc. Ça, c'est pas juste pour l'esthétique, c'est juste parce que ça va revenir. Ça y est, ils s'y mettent. Regardez-vous. Ouais. Yes, c'est ça. Mais ça joue énormément puisque finalement, l'érection, c'est ni plus ni moins que l'afflux de sang dans la verge. Donc, s'il y a des problèmes sanguins, s'il y a les problèmes de cholestérol, de gras, etc., ça marche moins bien. Et pour les femmes, effectivement, c'est pareil, hein, l'alimentation va jouer, le surpoids, etc., ça va jouer. Mais pour les femmes, il y a beaucoup de mental également. L'image de leur corps, la manière dont elles se sentent désirées par l'homme. Ça va jouer énormément. Et tout ça, on en parle. Comment il vient vers vous, comment vous vous sentez, quand la personne fait « Ah, il vient et il y a déjà presque la main devant. » Non, elles n'ont pas envie. Elle rêve plus d'une relation à la 50 nuances degrés que Gérard qui vient de regarder le match de foot. Alors, c'est ça. Mais ça, moi, ça me fait sourire, 50 nuances degrés, parce que ça a cartonné. Mais ça joue. Ce qui est fort, c'est que ça joue sur le fantasme de la femme. C'est l'idéal. Grey, c'est ni plus ni moins qu'un prince charmant moderne, BDSM. On lui enlève l'argent, c'est un gros pervers en fait. Hein. C'est un gros pervers. Il n'est pas bien dans sa tête, le gars, quand même, hein, faut bien le dire. C'est juste qu'il a des millions. Et donc, c'est le prince charmant moderne, idéal. Mais voilà, malheureusement, quand elle retombe dans la vraie vie, qu'elle voit monsieur regarder le match de foot avec la bière, la magie s'estompe. Ouais. Et donc, mais donc, c'est vraiment ça. La 50, c'est prendre soin de son corps, être actif, être dans le romantisme. Pour les femmes ont besoin de romantisme pour aller vers la sexualité. Et les hommes, c'est mal fait, c'est fait comme ça. Les hommes ont besoin de sexualité pour être plus romantiques. Donc, c'est là la complexité. Et quand je donne des schémas, je parle des 5 langages de l'amour, je leur parle de sexualité avec la fréquence, la qualité des rapports, la créativité. Tout ça, c'est des indicateurs que je leur demande de me décrire. Et à ce moment-là, la parole se libère. Les choses sont en train de changer. Ils disent, ah oui, mais je n'avais pas vu ça comme ça. Et hop, essayons. Et au bout de 15 jours, le couple revient et me dit, oui, il a été plus attentif, il a eu des... Bon, on a été au resto, on a été... Et comme par hasard, la sexualité reprend. C'est génial. D'ailleurs, je profite de ce passage pour justement proposer à notre communauté d'écrire des commentaires, poser des questions si effectivement vous en avez. On n'a pas tous les jours la chance d'avoir un thérapeute de couple avec nous. Donc là, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, on se fera un plaisir d'y répondre. Dernier sujet, Bertrand, la question de la fidélité. Est-ce que c'est un sujet qui revient? Je parlais tout à l'heure de consommation. On consomme le couple un peu comme on consomme peut-être effectivement les produits de tous les jours. Est-ce que la question de la fidélité, de l'infidélité revient régulièrement? Et au-delà de ça, comment on peut justement se protéger le couple justement d'une éventuelle infidélité? C'est le deuxième sujet qui revient après les problèmes de communication. Donc, il ou elle m'a trompé. Et je vais dire il ou elle m'a trompé. Parce que souvent c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que c'est il. Que ce sont oui, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas forcément le cas. Et donc,
la difficulté, j'ose dire que c'est la situation la plus difficile à gérer en thérapie parce que ça passe ou ça casse. Soit le couple est suffisamment attaché l'un à l'autre, soit les individus sont suffisamment attachés l'un à l'autre et l'ego ne prend pas le dessus, c'est-à-dire l'orgueil et l'ego. Tu m'as trompé, c'est terminé, t'es une moins que rien ou t'as un moins que rien, c'est fini. Même si je t'aime, je pleure, mais non, c'est comme ça et c'est pas autrement, tu te dégages. Là, il n'y a rien à faire. Parce que ça va revenir, même si on essaye de réparer, ça va revenir. Donc, soit c'est la mort du couple, soit ça peut être un renouveau. Ça peut être un renouveau, c'est-à-dire que malgré que le vase soit cassé, tu l'as recollé, tu penses que ça... Ça peut être un renouveau parce qu'on va faire un nouveau contrat. Parce que dans le contrat précédent... Le contrat, c'est quoi? C'est chacun peut aller voir au final, il y a une revanche? Non. Là, ça c'est compliqué. Le couple... Mais en même temps, ça permettrait d'être aligné. Oui, mais justement, ça veut dire que là, c'est l'ego. L'ego qui prend le pas en disant, vu ce que tu m'as fait, je vais faire pareil. Et je vais prendre ma revanche. Donc là, c'est difficile. Quand le couple arrive, par rapport à une infidélité, c'est comment on fait? Est-ce qu'on... Le couple, il est dans le flou. La personne qui est dite victime, donc dit, moi, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais pas pourquoi je vais rester avec lui ou je ne sais pas pourquoi je vais rester avec elle. Donc, ça fait mal, puisqu'il y a c'est une faute, j'utilise un langage un peu d'entreprise, c'est une faute grave, voire une faute lourde par rapport au contrat initial. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je te vire ou je te garde, mais on revoit, on fait un avenant au contrat. Donc, ce que je propose, c'est si il y a suffisamment de liens d'attachement, pas seulement l'attachement parental, hein. Comme c'est le père ou la mère de mes enfants, je reste. Ça ne va pas être suffisant parce que malheureusement, le ressenti, la frustration, la colère va revenir et ça va polluer la relation familiale. Donc ça, ce n'est pas une bonne chose. Par contre, si ça va au-delà, tu es le père ou la mère de mes enfants, donc déjà ça, c'est important. Mais en plus de ça, malgré ce que je vis, malgré ma souffrance, je décide de tenter de te redonner confiance. Tenter de te donner ta chance et de te faire confiance de nouveau. Quelqu'un qui a trahi une fois, oui. Je pense que si tu lui donnes une deuxième chance, elle ne trahira pas une deuxième fois. J'aime pas trop le mot trahison. J'aime pas trop le mot trahison parce que... Parce que c'est un pacte moral, en tout cas. C'est pour ça que j'emploie ce mot-là. C'est la trahison. En fait, c'est la dénonciation du contrat couple, dit couple. Mais c'est aussi parce que la relation n'allait pas. Lorsque un homme, allez, je prends un homme n'est jamais à la maison. Il est toujours au boulot. Madame est à la maison, s'occupe des enfants. Il y en a 2, il y en a 3. Elle rentre, monsieur a son plat, monsieur a machin. Et quand elle parle, monsieur est devant son téléphone. Mais oui, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Monsieur sort le week-end avec... Je prends vraiment un extrême, hein, mais je comprends aussi que... Voilà, mais je prends un extrême. Monsieur, le week-end, il sort avec ses amis, ou il joue à la play, ou voilà. Et qu'elle... Elle n'ose pas dire à un moment donné, je suis fatigué, j'en ai marre, etc. Et que comme par hasard, au boulot, il y a un mec super sympa qui lui aussi se retrouve en galère avec sa femme et raconte sa vie à cette femme. Il dit, oh, putain, j'aurais de la chance d'avoir une femme comme toi. Vraiment, qu'est-ce qu'il a de la chance, ton mari et tout. Et toi aussi, tu vis ça? Ouais, elle est comme ça, etc. Comme par hasard, avec lui, je suis écouté. Je suis entendu, il me parle, il me respecte, il est doux. Bam, ça bascule. Qui a trompé qui? Qui a trompé qui? Ouais. Est-ce que c'est l'homme qui, à un moment donné,
parce que bah, il est dans son focus sur son boulot, parce que dans sa tête, bah, je bosse pour ma famille, je bosse pour toi, tu es bien contente de partir en vacances quand je lâche tant, tu es bien contente d'avoir des vacances de rêve. Hein, pour qui je travaille, tu crois? Hein? Quand cet homme prend le recul en disant, mais ouais, mais j'étais pas là pour toi, j'ai pas entendu, j'ai pas interprété, parce que j'étais dans mon monde, et qui se rend compte qu'il a perdu l'essentiel, c'est lui qui se remet en question. Et la femme, elle se dit aussi, ben ouais, mais j'ai pas su te dire que j'en avais assez, j'ai pas su taper suffisamment du poing sur la table pour te dire, mince, j'en ai marre, j'en peux plus. À partir du moment où il y a cette prise de conscience-là, ben là, il y a moyen de retravailler la relation. Lâche ton téléphone, éteins la télé, regarde ta femme, discute avec elle. Madame, arrêtez, lâche le ménage, la maison, elle est déjà nickel de chez nickel. C'est pas la peine de... Oui, mais il y a encore ça à faire, il y a encore ça, et le week-end. Non, lâche. Et puis, parfois, les femmes, elles ont besoin de sortir de l'environnement de la maison. J'ai envie de sortir, j'ai envie de bouger. Alors que l'homme, lui, tout ce qu'il avait à faire, c'est c'est le week-end, je bouge pas. Donc, tout ça, ça joue. Donc, c'est pas l'un a trahi l'autre. C'est, voilà, on s'est perdu de vue à un moment donné. Et la personne qui va chercher quelque chose à l'extérieur, c'est parce qu'elle l'a pas à l'intérieur de la relation. Alors après, comme je te disais au début, hein, je demande l'histoire du couple. Quand dès le début de la relation, les couples me disent, ben, en fait, on s'est rencontrés, mais avant, j'étais avec quelqu'un. Mais voilà, je dis, ah, replay. Ouais. C'est juste une redite. Donc, ça joue énormément. Mais je pense que c'est les plus beaux moments. J'ai des couples où vraiment, ben, il y a l'infidélité quand l'homme, quand c'est la femme qui trompe et que l'homme est prêt à se remettre en question et dépasse son orgueil, c'est puissant. C'est vraiment très, très fort. Le plus souvent, là où c'est quand même des femmes qui viennent et qui disent, bah, il m'a trompé quand même. Et elles sont plus compréhensives. Là où c'est plus long, c'est qu'elles n'ont plus confiance. Je t'aime, donc ok, j'accepte, mais pourquoi tu as fait ça? Je repense à l'autre, celle avec qui tu étais, alors que normalement tu étais au boulot. Mais tu me disais, tu rentrais. Tu m'as menti, bien sûr. Voilà, tu m'as menti. Donc ça fait mal. C'est la confiance. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as rien dit? Et ça boucle, ça boucle, ça boucle, ça boucle. Même 6 mois, 8 mois après, dès qu'il y a une petite étincelle, bam, ouais, mais l'autre, hein? Ouais. Tu disais rien à l'autre, hein? Tu avais le temps pour elle. Ouais. Donc il faut désamorcer ça et on enlève le fameux tu qui tue. Le fameux, ben, je me sens pas en confiance, je me sens pas connecté. Un conseil, Bertrand, un livre Ouais. pour la communauté qui nous écoute, un livre justement sur la relation de couple ou un podcast, une vidéo, un film. Qu'est-ce que tu aimerais partager? Les 5 langages de l'amour. Les 5 langages de l'amour. Incontournable. Donc c'est Gary Chapman. Les 5 langages de l'amour, 5 façons de dire je t'aime. Paroles valorisantes, les moments de qualité, les petits cadeaux, services rendus et le toucher. 5 façons de dire à l'autre je t'aime. Là où c'est compliqué, c'est quand il y en a un ou une qui a besoin de paroles valorisantes. Et donc, moi, ce qui me plaît, c'est que tu me dis, je suis beau, j'ai pris du muscle, etc. Mais que l'autre donne des petits services rendus. C'est pas ça que j'attends. Moi, si tu m'aimes, tu dois me dire que je suis beau. Et tant que ce que je leur demande, c'est de lire, ou en tout cas, je leur fais un résumé des grandes thématiques, je leur demande de me dire sur les 5 langages, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce qui est le plus important à recevoir pour vous? Et là, ils se disent, ah ouais. Et donc, faire la conversion. Quand tu me rends service, quand tu me fais mon petit plat,
J'entends que c'est comme ça que tu me dis que tu m'aimes. Et même si j'entends pas que tu me dis que tu m'aimes, je vois et je fais la conversion. Et inversement. Écoute, Donc, 5 langages de l'amour. 5 langages de l'amour. En tout cas, merci pour cet échange. Merci pour Jérôme. ce live, Bertrand. Je pense qu'on a beaucoup appris ce soir. Pour te rencontrer, Bertrand, on mettra bien évidemment à la suite de ce live-là, on mettra ton adresse mail, un moyen. Voilà, c'est affiché, c'est formidable la Super, technologie. c'est fort. Hein. Et donc voilà, un moyen pour prendre rendez-vous avec toi sur tous les sujets qu'on a abordés ce soir. Et je pense qu'il y en a encore plein d'autres, effectivement, parce que bien évidemment, le temps nous est compté. Merci en tout cas, Bertrand. Merci à toi, Jérôme, pour tout ce que tu fais pour les personnes. C'est important. Ton action, elle est importante. Les gens ont besoin justement de prendre du temps pour eux. Et c'est ce que tu leur permets de faire. C'est ce qu'on essaie de faire avec effectivement Sioux. Au-delà du fait qu'on soit une assurance santé, on a vraiment envie que les gens soient heureux, tout simplement. Et être heureux, c'est prendre un peu de temps comme ça pour discuter, voilà, de se poser et essayer de se recentrer un petit peu parfois sur les choses qui ont plus de valeur parfois que d'aller regarder un film sur Netflix ou autre. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Et on continuera à le faire dans 15 jours. On a une naturopathe qui sera avec nous. Donc voilà, prenez rendez-vous. On est toujours dans cette volonté de partager avec la communauté un maximum de contenu autour de la santé, autour du bien-être. Et en tout cas, merci Bertrand pour cet échange. On reste en contact. C'est moi qui te remercie. Très belle soirée. Ciao. Salut à tous. Pourquoi payer votre mutuelle au prix fort alors que vous êtes rarement malade? Depuis une dizaine d'années, de plus en plus d'assurés viennent me voir et me disent « Jérôme, quand je fais le calcul de ce que me coûte ma mutuelle et de ce qu'elle me rembourse, sincèrement, j'ai le sentiment de perdre de l'argent. Ce sentiment est-il justifié? La réponse est oui. Le prix des mutuelles a augmenté de 47% en 10 ans, alors que les garanties n'ont cessé de diminuer avec le temps. Résultat, avec un peu de lucidité, on se rend vite compte qu'il est de moins en moins rentable de continuer à s'assurer comme on le faisait auparavant. Comment faire pour se sortir de ce piège? Nous avons créé une révolution dans le monde de l'assurance en créant l'assurance Sioux. Sioux, c'est la première assurance santé en France qui rembourse jusqu'à 40% des cotisations d'assurance à ses assurés quand ils n'ont pas ou peu été malades dans l'année. Comment ça fonctionne? Le contrat d'assurance santé Sioux est composé de 2 compartiments. Une assurance santé qui couvre tous les risques liés à l'hospitalisation, dépassement d'honoraires, chambre particulière, les frais de séjour. Une cagnotte qui sert de réserve de sécurité pour les dépenses du quotidien. Médecins, dents, lunettes, médecine naturelle. Chaque mois, et pour le même prix qu'un assureur traditionnel, une partie des cotisations d'assurance sert à payer les mutuelles et l'autre partie est déposée sur la cagnotte. À la fin de l'année, si le montant de la cagnotte est positif et que l'assuré n'a pas ou peu été malade, nous lui remboursons sur son compte en banque le montant de sa cagnotte. On paye ainsi pour ce que l'on consomme et pas 1 euro plus. C'est malin, intelligent et plus économique. Je m'appelle Jérôme Estevez et je suis le CEO et le fondateur de Sioux. Sioux, c'est l'assurance santé qui défend le pouvoir d'achat de ses assurés. Si vous aussi vous avez le sentiment de payer vos assurances au prix fort alors que vous êtes rarement malade, rejoignez la communauté Sioux. Pourquoi payer votre mutuelle?